Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo que je vais improviser. Petite vidéo pour vous faire part d'une découverte en paléontologie, découverte en génétique que j'ai faite. Alors ça va être plutôt l'analyse d'une découverte, puisque bien sûr, les analyses génétiques n'ont pas été faites par moi, ont été faites par des labos équipés de matériel pour pouvoir justement décrypter le génome, mais les analyses qui ont été tirées, c'est-à-dire l'analyse par l'esprit qui en a été tirée par les chercheurs, n'est pas très brillante, puisqu'ils n'ont pas réussi en fin de compte à découvrir les causes de certains passages de mutation d'une espèce humaine archaïque, on va dire, qui a disparu au tibétain. Alors, il y a une découverte qui a été faite, je crois, en 2014 par l'analyse du génome comparé des Tibétains et le reste, je crois, d'une phalange, un petit morceau de phalange d'un individu qu'on avait retrouvé dans l'Altaï, je crois, donc en Sibérie, sur les montagnes de l'Altaï. Donc on a appelé l'homme de Denisova, et on s'est aperçu en analysant le génome, on avait réussi à extraire de cette petite phalange que les Tibétains avaient hérité justement d'une partie du génome de ces hommes, de cette espèce d'hommes qui vivaient dans ces régions-là. Alors pour qui ne connaît pas Denisova, je vais vous lire un peu le passage sur Denisova qui est dans Wikipédia, parce que c'est pas la peine non plus que je vous fasse un cours sur Denisova, c'est pas l'important, je vais surtout vous expliquer les mutations. Alors, les hommes de Denisova ou Denisoviens sont une espèce éteinte du genre Homo, identifiée par analyse génétique en mars 2010, à partir d'ossements d'une jeune fille ayant vécu il y a 41 000 ans, retrouvée dans la grotte de Denisova, qui fut également habitée par des Néandertaliens et des hommes modernes, dans les montagnes de l'Altaï. Cette espèce, parfois appelée Homo denisovensis, en forme latine scientifique, mais son statut en tant qu'espèce à part entière ou sous-espèce n'a pas encore été déterminé. Par conséquent, Homo sapiens Altaï et Homo sapiens Denisova sont également des noms utilisés. Jean-Pierre Hublin estime qu'elle aurait vécu durant le Paléolithique moyen en Asie orientale, de la Sibérie à l'Asie du Sud-Est. La présence de cette espèce en Extrême-Orient est à rechercher, selon lui, parmi les fossiles connus. Les analyses de l'ADN du fragment de phalange retrouvé a prouvé que les Denisoviens étaient génétiquement distincts des Néandertaliens et des hommes modernes. Le génome nucléaire du spécimen retrouvé suggère que les Denisoviens partagent cependant un ancêtre commun avec les Néandertaliens, qui vivaient de la Sibérie à l'Asie du Sud-Est, et qu'ils vécurent et s'hybridèrent avec les ancêtres de certains hommes. 3 à 5% de l'ADN des Mélanésiens et des aborigènes d'Australie sont aussi issus des Denisoviens. Des analyses récentes réalisées en 2013 comparant un Denisovien à un Néandertalien découvert au même endroit révèlent une hybridation locale ayant fourni 17% du génome dénisovien, ainsi que des preuves d'une hybridation avec une autre souche archaïque encore inconnue du genre humain. L'analyse ADN de ces deux dents trouvées et une autre au niveau d'une phalange a révélé un degré inattendu de divergence de l'ADN des Denisoviens. Voilà. Alors, petite explication de ce qu'est un Denisovien, on ne sait pas exactement la forme qu'ils avaient, puisqu'on n'a pas grand-chose, on a juste deux dents, deux molaires, je pense, parce que c'est les plus grosses dents qui se conservent, et un morceau de phalange, mais ça a permis quand même de s'apercevoir que Denisova avait était une espèce qui était justement dans ces régions-là, et que Sapiens, en remontant du sud et en colonisant, en fin de compte, le reste du monde, le monde du Nord, en montant d'Afrique par le Moyen-Orient, s'était hybridé à Denisova, aux Denisoviens, et que Denisoviens avaient fourni du matériel génétique, et ce matériel génétique s'était, d'après les dernières études qui ont été faites, conservé à certains niveaux du génome chez, par exemple, les Tibétains, donc qui ont hérité de Denisoviens, ça s'est conservé parce que c'était efficace pour eux, et que les Tibétains avaient en fin de compte hérité d'adaptations
Ils disent d'adaptation à l'altitude qu'avaient les Denisoviens. Alors, effectivement, on pourrait croire que c'est des adaptations à l'altitude, mais il y a une grande erreur dans l'analyse des chercheurs, puisque les Denisoviens ne vivaient pas sur des hauts plateaux, forcément sur des hauts plateaux, ce n'était pas leur milieu de vie particulier. Les Denisoviens vivaient dans cette partie d'Asie, de l'Altaï, ils se répandaient même un peu partout, sûrement, mais ils n'étaient pas spécifiques, n'étaient pas endémiques dans des zones à haute altitude comme le sont les Tibétains. Donc pourquoi les Denisoviens avaient donc fourni aux Tibétains cette adaptation, qui est une adaptation, on va dire plutôt ce matériel génétique, qui correspond, on va dire cette partie du génome, qui correspond aux adaptations des Tibétains à l'altitude. Alors quel type d'adaptation des Tibétains à l'altitude? Et on va tout de suite comprendre qu'en fin de compte c'est de la détournement de fonction, et là je vais vous l'expliquer. J'essaye de retrouver le texte. Alors c'est un long texte qu'il y avait, que j'ai trouvé sur internet. Donc je vais vous lire la fin, c'est assez intéressant. On dispose de séquences homologues des haplotypes des sapiens chez ces homo fossiles, et on peut alors les comparer à celles des Tibétains, Denisoviens, Néandertaliens, Tibétains. On s'aperçoit que l'haplotype trouvé chez les Denisoviens ont été séquencés et identiques à celui fréquent chez les Tibétains et absent des autres populations de sapiens. En revanche, l'haplotype spécifique des Tibétains A, G, G, AA, des termes scientifiques qui n'ont pas une grande utilité pour vous qui m'écoutez, ne se retrouve pas chez les Néandertaliens. Alors, ils mettent GG, GAG. Cela conduit à une explication sur l'origine de l'haplotype des petits Tibétains. On imagine qu'il y a plus de 30 000 ans, dans des rencontres en Asie entre Denisoviens et Sapiens, rencontres suivies d'hybridation, ayant conduit à l'intégration de fragments d'ADN de Denisoviens chez les populations de Sapiens. Ces Denisoviens devaient posséder des caractéristiques génétiques du gène EPAS1, adaptant l'organisme à la haute altitude. Cette introgression a dû avoir lieu avant la séparation de ce groupe humain en deux groupes, celui des Hans et celui des Tibétains. Il y a environ 20 000 ans. L'allèle EPAS1, alors l'allèle EPAS1, c'est en fin de compte une partie du gène qui correspond à une adaptation à l'altitude, des Tibétains, qui correspond à une accélération chez le Tibétain du rythme cardiaque et de la respiration sans que cela l'épuise. Il respire plus vite et il a le rythme cardiaque qui s'accélère, et donc il a toute la tuyauterie qui est adaptée à ça, bien sûr, donc tout le système cardiovasculaire. Le cœur bat plus vite et la respiration s'accélère, ce qui permet d'oxygéner en permanence le corps et de suroxygéner le corps dans les hautes altitudes, où il y a peu d'oxygène dans l'air, puisque l'air est raréfié. On va dire que c'est pas qu'il y a peu d'oxygène, c'est que l'atmosphère est raréfiée, donc il faut pomper en permanence pour pouvoir, à ce moment-là, faire circuler plus rapidement le sang dans l'organisme et en même temps respirer plus vite pour pouvoir récupérer plus d'oxygène en permanence, pour pouvoir alimenter les organes avec de l'oxygène pour ne pas qu'ils meurent, pour ne pas qu'ils tombent en hypoxie. Donc ce gène a visiblement été hérité des Denisoviens, donc cette adaptation à l'altitude a été héritée des Denisoviens, donc l'allèle EPAS1, et au sens d'une allèle de gène, devait être peu fréquente au début dans la population des Tibétains, mais lorsque ceux-ci se sont établis entre altitudes, il s'est répandu au fil des générations sous l'action de la sélection naturelle. Par contre, dans les populations les Hans, restés à basse altitude, la possession de cette allèle n'apportait aucun avantage sélectif, elle a donc disparu. Donc on s'aperçoit qu'en fin de compte, les Tibétains ont hérité d'une adaptation à l'altitude des Denisoviens. La seule question est, pourquoi les Denisoviens avaient une adaptation à l'altitude alors qu'ils ne vivaient pas en altitude globalement? Donc la réponse arrive par Sheikh Delavier, par Maître Delavier bien sûr, puisqu'il suffit d'avoir un esprit global et un esprit analogique pour le comprendre. C'est tout simplement un détournement de fonction. Le fait de respirer plus vite et d'avoir un rythme cardiaque plus rapide, à partir justement de cette mutation de l'allèle, de cette mutation qui correspond à l'allèle EPAS1,
c'est un terme scientifique, comme il ne fait pas peine de s'en souvenir, ça ne vous servira à rien et ça ne fera qu'embrouiller votre système de connexion neuronale. Donc ça ne sert à rien, mais effectivement, ils ont hérité, les Tibétains, de cette adaptation leur permettant de mieux supporter l'altitude pour mieux oxygéner les organes en atmosphère raréfiée, donc où il y a proportionnellement moins d'oxygène. Donc, pourquoi les Dénisoviens, qui vivaient plus bas que les Tibétains, avaient donc cet allèle EPAS1? Pourquoi avait-il cette mutation à l'altitude alors qu'ils ne vivent pas en altitude? Alors la réponse est très simple et vous allez comprendre, comme je l'avais déjà expliqué bien avant toutes les découvertes sur Néandertal. J'avais expliqué tout ce qui allait être découvert sur Néandertal depuis récent, depuis 5, 6, 7 ans, 8 ans. Pour ceux qui me suivent, je l'ai expliqué avant. Je rigole avec la graisse viscérale de Néandertal ou les problèmes psychologiques de Néandertal, d'angoisse et de dépression que j'avais déjà expliqué avant qu'on découvre qu'il avait des propensions à tous ces problèmes d'accumulation de graisse viscérale et de tendance à avoir la capacité d'avoir des dépressions avec certaines mutations entraînant des problèmes psychologiques sur Néandertal. Donc voilà, je vais vous expliquer tout simplement pour quelles raisons Denisova, et là s'il y a des scientifiques qui m'écoutent, c'est bien, ils vont pouvoir s'instruire enfin avec un paléontologue de haut niveau que je suis. Donc pourquoi Denisova avait une adaptation à l'altitude alors qu'il n'était pas en altitude? Et bien tout simplement parce que c'est un détournement de fonction et que Denisova vivait dans des milieux relativement froids. Il a dû subir et s'adapter à des périodes glaciaires. Ses ancêtres qui étaient allés, qui avaient vécu en Eurasie bien avant l'arrivée des sapiens, avaient même vécu en Eurasie sans le feu. Bien sûr, ils avaient une culture des habits, ils savaient se faire de bons habits, mais ils vivaient sans le feu. Ils ont même parfois vécu dans des milieux avec peu de forêt quand il y avait les glaciations qui augmentaient, dans une espèce de milieu de semi-toundra ou toundra. Et ils étaient obligés à ce moment-là d'avoir un chauffage central efficace sur eux, donc avoir un moyen de thermorégulation pour pouvoir produire de la chaleur. Et comment produit-on de la chaleur? On produit de la chaleur en mangeant beaucoup plus, donc en chassant peut-être plus, pour avaler un maximum de calories, pour pouvoir à ce moment-là utiliser ces calories dans la thermorégulation, ce qu'on appelle la thermogénèse. La production de chaleur est due aux activités métaboliques de l'organisme, je vous lis encore, Wikipédia, c'est assez sympa, on trouve des trucs bien, ça m'évite de tout mémoriser. La production de chaleur est due aux activités chez l'humain, chez tous les mammifères d'ailleurs, métaboliques de l'organisme et à l'énergie libérée par la contraction musculaire. Cette production est donc relativement constante dans certains organes tels que le foie et le cœur, métabolisme stable. En revanche, la quantité de chaleur produite s'avère beaucoup plus variable au niveau des muscles squelettiques et elle dépend de l'activité physique. Une action dynamique spécifique permettra donc d'augmenter la production de chaleur. De même que toutes les tensions musculaires, qu'elles soient liées au froid ou à l'émotion. Le phénomène du frisson représente une réponse à la chute de température chez un sujet placé dans une ambiance froide. Il s'agit en effet de contractions musculaires répétées permettant la production de chaleur au niveau des tissus sous-cutanés. Et bien tout simplement, pourquoi Denisova avait cette adaptation à l'altitude? C'est qu'en réalité c'était pour lui une adaptation au froid intense des périodes glaciaires auxquelles ses ancêtres sans le feu avaient dû s'adapter. Et lui, même s'il avait le feu, il avait continué à maintenir, puisqu'il vivait au nord, cette adaptation pour survivre à des milieux froids. Donc il avait visiblement, on n'a pas retrouvé, mais il était bâti comme Néandertal, c'est-à-dire un physique plus massif, pas pour péter la gueule ou chasser avec puissance, péter la gueule à un ennemi ou chasser avec puissance des animaux, non, pour tout simplement maintenir la chaleur à l'intérieur de son corps et en produire par la contraction musculaire. Il peut aussi stocker du gras, avoir un système justement de thermorégulation assez efficace, et tous ces systèmes de thermorégulation sont efficaces, on brûle des calories, mais en contrepartie il y a le comburant du combustible, qui est la calorie, qui est le carbone, le gras, on utilise par le métabolisme qui va convertir ça, qui va brûler ça dans l'organisme, mais le comburant c'est l'oxygène, et donc pour faciliter justement la combustion de ces graisses,
la combustion, de produire des calories, de la chaleur, il va falloir accélérer sa respiration et accélérer son rythme cardiaque. Donc visiblement, le fait d'avoir un cœur qui bat plus vite et d'avoir une respiration plus rapide était un moyen pour les Denisoviens, pas de vivre en altitude et de récupérer beaucoup d'oxygène dans un milieu faible en oxygène, mais tout simplement de produire de la chaleur, puisque l'oxygène permet, comme quand vous brûlez des bûches dans une cheminée, si vous ne rajoutez pas de l'oxygène, vos bûches, le feu va s'étouffer, tout simplement. Donc l'oxygène est le comburant. Donc on balance de l'oxygène, donc on respire plus vite. On a un système cardiaque qui marche plus vite, justement, pour amener cet oxygène aux muscles et produire de la chaleur ou aux organes internes, ou frissonner plus. Donc tout ça, c'est simplement des adaptations au froid. Donc si les Denisoviens avaient cette adaptation à l'altitude, c'est qu'ils n'avaient pas en vérité une adaptation à l'altitude, ils avaient tout simplement une adaptation au froid, qui a été en fin de compte très utile aux premiers Tibétains qui se sont retrouvés entre altitudes et qui ont maintenu par les métis, justement, cette adaptation, ce gène des Denisoviens, donc cet allèle EPAS1, à ne pas retenir, bien sûr. Donc voilà, très intéressante petite vidéo pour vous expliquer comme le monde est tout simplement détournement de fonction, et ce qui est une adaptation à survivre en climat froid pour produire de la chaleur devient ce qui vous sauve en haute altitude et vous permet justement de ne pas mourir par hypoxie. Voilà, c'est ça. Donc voilà, petite vidéo. Alors, il faut savoir que tous les individus qui vivent en altitude, on va dire tous les groupes humains qui se sont habitués à l'altitude n'ont pas généré les mêmes les mêmes sélections de mutations pour l'altitude. Les premières mutations qui arrivent chez les sapiens, qui n'ont pas fréquenté les Denisoviens, par exemple les Andins, eux, ils ont pris une autre direction, c'est-à-dire qu'il y a eu des mutations qui sont apparues, qui ont fait qu'ils ont une grosse cage thoracique. Les Andins, ils respirent beaucoup, ils prennent oxygène, puis ils sont en haute altitude, mais ils n'ont pas un système respiratoire qui marche plus vite et un système cardiaque qui est plus rapide, ce qui les épuiserait. Eux, ils ont compensé par un sang plus visqueux, c'est-à-dire un sang avec plus de globules rouges permettant de fixer plus d'oxygène. Mais c'est un désavantage énorme quand on descend en basse altitude, c'est qu'on peut faire des thromboses, puisque ce sang plus visqueux peut poser des problèmes de nécrose, peut poser des problèmes de bloquer des petites artères, des petits vaisseaux, des petites veines. Donc c'est assez dangereux, ça peut bloquer les reins, ça peut tout bloquer. Donc ça pose encore des problèmes d'adaptation, et même certains, s'ils n'ont pas la tuyauterie en bon état, certains Andins peuvent y passer. Donc on voit que c'est une adaptation plus récente à l'altitude, puisque en fin de compte cette première adaptation apparaît en général au début, et ensuite elle change, et c'est ceux qui ont plutôt une adaptation avec un changement, une accélération du rythme cardiaque et de la respiration qui survivent mieux, puisqu'ils n'ont pas de cette viscosité sanguine qui est pathologique, qui pose un énorme problème. Donc on peut voir ce même système assez proche chez les Éthiopiens des hauts plateaux qui sont endémiques, qui sont dans ces hauts plateaux depuis très longtemps. Alors il y a deux types. Il y a les Amaras, je crois, je vais retrouver ça. Les Amaras qui sont dans ces hauts plateaux depuis très très longtemps et qui ont cette tribu en Éthiopie, qui ont à ce moment-là, eux, se sont adaptés avec une sélection de mutations assez proche de celle des Éthiopiens, mais bien sûr pas héritées des Denisoviens, puisqu'eux sont restés en Afrique. Donc eux aussi ont une accélération du système cardiovasculaire. Ils respirent plus rapidement, il y a un cœur qui pompe plus vite, c'est pour ça que ça fait quand même des coureurs excellents. Et quand ils redescendent en bas, ils n'ont pas ce problème de vie. Quand ils redescendent au plateau, ils n'ont pas ce problème de viscosité sanguine et ces problèmes qui pourraient faire des thromboses, qui pourraient faire des graves problèmes au niveau de la tuyauterie. Et par contre, il y a les Oromos, qui eux sont une tribu qui est venue beaucoup plus tard
dans les hauts plateaux éthiopiens, hein, il y a à peu près 500 ans, qui eux ont sélectionné, donc assez rapidement, une mutation assez proche de celle des Andins, avec effectivement, je crois, un sang plus visqueux et des risques importants de thrombose. Voilà, pas au même niveau que les Andins, mais on voit quand même que c'est une première mutation qui arrive beaucoup plus vite, hein, et quand la mutation de l'accélération du rythme cardiaque, hein, dans le genre EPAS1, donc c'est pas forcément tout à fait la même, hein, puisque ça peut être codifié à plusieurs endroits, hein. Donc celle-là prend le dessus et quand même une meilleure adaptation puisqu'elle ne risque pas d'endommager la tuyauterie, hein, et de faire on va dire des thromboses, euh, des problèmes en altitude. Voilà, petite vidéo, j'espère qui vous permettra de comprendre le fonctionnement des hommes et que Denisova, en fin de compte, n'était pas adapté à l'altitude, était tout simplement adapté au froid, comme Néandertal était adapté au froid. C'est pour ça que Néandertal était massif, des gros bras, des gros muscles, hein, court, bâti, costaud. En fin de compte, c'est pour conserver la chaleur, donc un maximum on va dire, de volume pour un minimum, on va dire, de surface extérieure, avec des gros muscles au niveau des mollets, des gros avant-bras, des gros muscles pour produire de la chaleur, pour pas que les extrémités se refroidissent. Donc tout un métabolisme qui a été fait pour produire de la chaleur, pour justement s'adapter au froid. Il avait aussi une grosse cage thoracique, hein, notre ami Néandertal, hein. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir respirer plus et amener de l'oxygène dans ces gros muscles qui servaient en fin de compte de chauffage, hein, pour faire du chauffage, pour éviter que le corps se refroidisse en climat glaciaire, hein. Donc il n'avait peut-être pas le gène, l'allèle EPAS1, mais il avait lui aussi un métabolisme adapté au froid, peut-être pas forcément une accélération aussi marquée du rythme cardiaque et de la respiration que Denisovien, je sais pas, il faudra qu'il vérifie, hein. Mais visiblement il avait déjà une adaptation froide puisqu'il était plein de graisse viscérale, protection de bras courts, gros muscles et grosse cage thoracique pour amener de l'oxygène à ces gros muscles qui produisent de la chaleur. Voilà, il y a peut-être une petite différence entre Denisova et Néandertal, hein. Denisova était peut-être adapté à la production de chaleur en lui accélérant la respiration et le rythme cardiaque, alors que Néandertal était peut-être tout simplement avec un système un peu proche des Andins, une grosse cage thoracique, hein, pour amener beaucoup d'oxygène et gros muscles. Voilà, petite vidéo pour vous faire comprendre que l'évolution, c'est du détournement de fonction, et pour vous montrer qu'un esprit sain comme le mien peut permettre aux scientifiques d'aller encore plus loin et d'affiner leur compréhension de l'humanité, que cette découverte de cette mutation passée des Denisoviens aux Tibétains, en fin de compte, c'est Delavier qui vous l'explique, puisque eux n'avaient pas encore compris tout ça. Voilà, petite vidéo brillante et scientifique, je le redis encore, hein, je m'envoie des fleurs parce que c'est encore une brique que j'apporte à l'édifice de la compréhension de l'évolution humaine. Et c'est tout le temps agréable de savoir d'où on vient et qui nous sommes. A bientôt, c'était Fred Delavier.